Voilà, donc je vous présente l'avancement du groupe de travail ancrage des éoliennes flottantes, qui est animé par Alain Puech, notre cheville ouvrière, je vais dire, qui a rédigé lui-même un certain nombre de chapitres. Trop, voilà. C'est pour ça que je présente. Donc, petit rappel, en 2011, on avait commencé un groupe de travail sur les éoliennes fixes. En fait, c'est des éoliennes posées, des éoliennes offshore. Donc, ces recommandations ont abouti en 2019 en français. Et en 2020, on les a éditées en anglais. Alors, ces recommandations pour éoliennes posées, elles ont été utilisées dans déjà quelques projets offshore d'éoliennes, et en particulier par des ingénieries britanniques qui ont apprécié le contenu. Donc, c'était gratifiant pour tous ceux qui ont participé. Donc, en fait, pourquoi ces groupes de travail sur les éoliennes c'est qu'en France, on n'avait aucun document normatif sur les travaux offshore dans les eaux françaises. Donc c'était un peu une demande des bureaux de contrôle, non Veritas à l'époque, avec Patrick Berthelot. Et on n'avait rien non plus sur les reconnaissances de sol en mer. Il fallait aussi prendre en compte les particularités des sols sur le plateau continental français, métropolitain. Et on a des sols carbonatés, plus ou moins cimentés, on a des calcarénites par exemple, on a des craies, on a des roches tendres comme des marnes, puis on a des rochers bien durs, volcaniques, en baie de Saint-Brieuc par exemple. En offshore, on utilise essentiellement des pieux métalliques. Alors, quand je dis offshore, c'est l'offshore oil and gas, pétrolier et gazier. L'usage, c'est d'avoir recours à des pieux métalliques battus. Et là, tout est très bien documenté dans les normes internationales, en particulier l'API, les normes américaines, qui ont été développées pour le Golfe de Mexico, et dans les normes ISO, dans les normes DNV. DNV, c'est donc Det Norsk Veritas, le certificateur nordique qui fait la loi un petit peu en Europe. Mais les pieux forés n'étaient pas vraiment documentés, pieux forés cimentés. Et en France, par contre, on a une très forte expérience à terre de pieux forés. Pieux battus, beaucoup moins. Dans la base de données du LCPC, qui a servi à établir la norme 262, c'est essentiellement des pieux forés, plus que des pieux battus. Et puis, on a voulu aussi harmoniser la sécurité des fondations entre les travaux terrestres et les travaux offshore. Ça n'était pas gagné non plus. Donc, après avoir terminé, entre guillemets, le chantier éolienne fixe, éolienne posée, on s'est attaqué aux éoliennes flottantes. Pourquoi ? C'est parce que c'est un marché qui est promis à un fort développement dans les prochaines années. En fait, manifestement, le gouvernement français abandonne les champs d'éoliennes fixes dans l'avenir pour privilégier des éoliennes flottantes qui permettent d'aller dans de plus grandes profondeurs d'eau. Par ailleurs, la France est pionnière en concept de flotteur. Ça, faut quand même le dire. Il y a déjà eu un pilote d'éoliennes flottantes qui a été installé en 2018, qui s'appelle SEMREV, au large du Croisic. Et il devait y avoir une ferme pilote qui devait être installée en 2023 au large de la Bretagne, sur le site Groix-Belle-Île, mais il a été abandonné faute de finances. Actuellement, il y a 3 fermes pilotes qui vont être installées à partir de 2023, donc c'est aujourd'hui, en Méditerranée. Et il y a des appels d'offres en cours avec du flottant, qui sont les appels d'offres AO5 et AO6. L'avantage, c'est que l'instruction va être plus rapide pour des projets au large, parce qu'il y aura moins d'opposition. Il y a une loi qui a été promulguée, loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable, qui s'appelle APER, en 2023, qui permet une meilleure cohérence de la planification maritime et visibilité pluriannuelle du développement de l'éolien en mer. Parce que
vous êtes sans doute au courant que pour les éoliennes posées, entre le dépôt du projet, de l'appel d'offres, la réponse et la mise en œuvre, il y a eu parfois une dizaine d'années. Ce qui fait que la conception des puissances des éoliennes est un peu has-been, si on peut se permettre le terme, en puissance par rapport à celles qui sont développées maintenant. Et ce qu'on cherche aussi à faire, c'est à se désengager du pétrole et du gaz russe. Donc il est prévu d'installer 15 000 à 20 000 de turbines en Europe d'ici 2050, avec 50 projets, alors ça paraît très ambitieux, dans les eaux françaises. Bon, c'est un vœu pieux. Alors, là, je vous ai fait un petit bilan de l'avancement des projets en mai 2023. Donc, c'est le site officiel éoliennesenmer.fr, où vous avez tous les projets. Donc là, c'est Manche et Atlantique, où vous avez les éoliens posés qui sont déjà attribués. Donc vous avez Dieppe-le-Tréport, 500 MW, Fécamp, 500 MW, Courseulles-sur-Mer, 450, Saint-Brieuc, 500, Saint-Nazaire, 480, Yeux-Noirmoutier, 500. À l'heure actuelle, le champ de Saint-Nazaire est en activité. Il est raccordé, il produit. Le champ de Saint-Brieuc, qui est fondé sur... alors Saint-Nazaire, ce sont des monopieux forés dans la calcarénite. Donc ça a posé quelques petits problèmes d'exécution. Ensuite, Saint-Brieuc, ce sont des jaquettes sur pieux. Ça aussi, ça a posé des petits problèmes parce que c'était des pieux qui ont dû être forés dans un rocher très très dur. C'était pas prévu. Courseulles, ça va être... alors c'est un concept SAIPM un peu compliqué, avec des monopieux qui vont être installés dans des préforages remplis de gravier vibrocompactés au préalable. Ça se fait en 2 temps. C'est secret, oui, mais bon, ça se voit. Et puis Fécamp, c'est des éoliennes posées, des GBS, des tours en béton, et Dieppe-le-Tréport aussi, je crois. Ah mais non, c'est pas attribué encore, non, c'est pas fixé. Alors, les éoliennes de Fécamp, les tours supports d'éoliennes sont posés, les éoliennes sont en fabrication à l'usine du Havre. À Saint-Brieuc, donc les jaquettes sont posées, les éoliennes sont en fabrication à l'usine du Havre aussi, et Saint-Brieuc sera équipé avant Fécamp. Et c'est en cours d'équipement. Normalement, elles partent pour l'instant sur Saint-Brieuc, les turbines qui sont déjà assemblées. Et puis, il y a d'autres, voyez, il y a d'autres horizons qui sont prévus. Donc, il y a un éolien posé AO4. Alors, AO4, où est-ce qu'il est, celui-là? Centre Manche 2, là, au large, très au large du Cotentin. Donc là, c'est l'horizon 2030. AO5, c'est 2030. Alors, AO5, c'est Sud-Bretagne. Ensuite, on a un flottant, AO6, à l'horizon 2030, qui, lui, va être... où ça? C'est en Méditerranée, oui. Après, on passe à d'autres. Tout le flottant va être, pour l'instant, en Méditerranée. Alors, en Méditerranée, voilà l'état des lieux. Donc, actuellement, on a... Alors, je crois que Gruis... alors, comment ça s'appelle? Il y a Faraman pour Saint-Louis-du-Rhône, Gruissant, Le Cat, Le Barcarès. Donc, Le Cat, Le Barcarès, c'est pas encore... Donc là, ce sont les flottantes qui sont là, ce sont des fermes pilotes qui sont prévues. Donc, je vais vous donner le détail après. Donc, elles sont plus ou moins installées ou en cours d'installation. Donc voilà pour les fermes pilotes qui sont prévues en Méditerranée. Donc il y a le projet Parc éolien Provence Grand Large qui est au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Alors là, on est à plus de 15 km des côtes en général.
Donc la puissance totale, c'est 24 mégawatts et 3 éoliennes. Mise en service fin 2023. Donc après-demain. Et Olmed, au large de Gruissant, là c'est 30 mégawatts, 3 éoliennes. Et les flotteurs sont en cours de construction, mise en service 3e trimestre 2024. Et les éoliennes flottantes du golfe du Lion, au large de Leucate-Barcarès, 30 mégawatts, 3 éoliennes. Et là aussi, c'est flotteurs en cours de construction, mise en service en courant 2024. Donc ce sont des projets qui nous rattrapent là. D'où l'idée d'avoir créé ce nouveau groupe de travail qui a été lancé le 18 février 2020, qu'on a jugé plus efficace de rédiger directement en anglais parce qu'il est destiné à des appels d'offres qui sont ouverts à l'international. Il ne faut pas se leurrer. Hein, ça. Donc on l'a appelé Recommendations for Planning and Designing Anchor Foundations of Floating Wind Turbines. On fera une traduction française ultérieurement. Donc ce groupe de travail, il est piloté par le groupe miroir du TC209 qui est l'Offshore Geotechnics mince, qu'on appelle ça, ISSMMG. Le président est Alain Puech. La coordination de la rédaction, c'est Alain Puech et Françoise Ropers, moi-même. On a perdu Patrick Berthelot en cours de route parce que c'est en anglais. Oui. Bon, il relira peut-être quand même. On a perdu Jean-Pierre Yorio aussi. Hein, donc. Les participants, alors, on a un gros groupe, a priori, 53 membres qui représentent l'ensemble des acteurs de l'industrie éolienne. Bon, en fait, les 53 membres, les membres actifs, il y en a une grosse dizaine. Hein. Ceux qui participent vraiment aux discussions, à la relecture. Et puis on aura une relecture aussi par Nicolas Néran, voilà, d'un chapitre délicat et épineux. Déroulement des travaux, donc on a une réunion de lancement en présentiel le 18 février 2020, manque de bol, Covid. Donc une petite mise en sommeil, reprise en septembre 2020. Donc, dans les années suivantes, alors 2020, on a fait 3 réunions en distanciel, 2021, 7, 2022, 6, 2023, on en est à 4. La dernière a eu lieu le 22 mai dernier. Et je pense qu'on en aura encore une, voire 2. Donc, dans les organismes participants, on a des développeurs comme Ideol, Skyborn, Renewables, des maîtres d'ouvrage comme EDF RE, Total Energy, Shell, on a des contracteurs, donc il y a Soletanche, Bachy, SAIPM, Subsea, Bourbon Subsea Service. Bon, Bourbon, il n'a pas beaucoup participé. Hein. Oui, ils sont rentrés très tard. Des ingénieries générales comme Atkins, Doris, Principia, SBM, CETEC, en fait CETEC c'est Terrasol. Hein. Technique énergie, Sofreci, des ingénieries géotechniques comme Antea, Cathy, Associates, Fugro, FI-Conseil, Bureau de contrôle BV, Bureau Veritas, des universités comme Gustave Eiffel, donc ex-IFSTAR, Paris Paritech, Pont Paritech, pardon, 3SR, Nantes, Cambridge. Et puis des organismes publics, des associations comme le CEREMA, France Énergie Marine, WIMEC. Donc c'est très varié. Mais ce sont vraiment des opérateurs spécialisés dans le système offshore, hein, dans l'ensemble. Donc le contenu des recommandations, on a 13 chapitres et 7 annexes. Alors, les annexes ont grossi par rapport à l'an dernier. Donc les 13 chapitres, on a, bon, acronyme, introduction, référence, les conditions... Alors avec les références, on a beaucoup de soucis parce que le DNV a une faculté à renouveler ses normes tous les ans. Donc on est toujours un coup en arrière. Oui.
Et on ne retrouve pas toujours les mêmes sujets dans les normes. Ouais, et il y a des choses comme... là, on vient de s'apercevoir qu'on n'avait plus de référence sur le glissement d'une fondation superficielle. Non, c'était dans une norme périmée. Bon. Donc les conditions de site, les charges et les cas de charge, au chapitre 4, les études de sol, les paramètres de sol et les profils de dimensionnement. Alors, à part le chapitre 4, qui a demandé quand même un travail en profondeur, parce que les conditions de chargement ne sont plus du tout les mêmes que pour une éolienne fixe posée. Parce qu'on a un flotteur. Là, ça complique un peu les choses. On a essentiellement adapté les recommandations des éoliennes fixes. Et donc voilà, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a comme concept. Hein, vous avez un flotteur. Alors si j'appuie sur ça, ça marche. Voilà. Le flotteur, celui-là, il est semi-immergé, qui est amarré par des... Alors ici, c'est des chaînes caténaires. Alors la chaîne caténaire, c'est une très 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 grosse chaîne, très très longue, parce que c'est plusieurs centaines de mètres. Et puis sur notre flotteur, donc vous avez sa position idéale sans vague, sans vent, sans courant, en grisé léger. Vous avez le mât de l'éolienne et la turbine et ses pales, avec le rotor, la pale. Et puis le comportement hydrodynamique. Donc vous avez des vagues qui viennent, et de la houle et du courant, donc les forces hydrodynamiques qui viennent agir sur votre éolienne. Vous avez des forces aériennes, aérodynamiques qui viennent agir sur les pales, le mât. Vous avez la réponse spectrale à la réponse, donc premier mode propre de l'éolienne, qui a cette première mode propre, cette forme-là. Et puis vous avez des forces hydro aussi dans ce sens-là, puisque vous avez de la houle qui soulève, et puis des marées quand même. Et plus les forces d'amarrage qui sont, en fait, on les linéarise au niveau du point d'équilibre du flotteur. Donc vous concevez que ça se complique plus que pour une éolienne simple posée, qui était déjà plus compliquée que pour une éolienne terrestre. Ensuite, on a développé par type d'ancrage plusieurs chapitres. Donc d'abord un chapitre 7 qui est les charges de dimensionnement et les vérifications. Alors là, ce chapitre n'est toujours pas rédigé. Il pose quelques soucis d'harmonisation entre la conception des éoliennes et puis les conceptions offshore du pétrole. Donc il faut qu'on réussisse à harmoniser les coefficients de sécurité et les coefficients de charge à appliquer. Donc chapitre 8, vous avez les encres draguées. Chapitre 9, les encres plates. Chapitre 10, les pieux, les encres pieux. 11, c'est les encres à succion. 12, c'est les encres gravitaires. Et un chapitre 13 sur l'érosion et la mobilité sédimentaire. Quelques exemples pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà une encre plate, c'est plat, c'est du type c'est plat qui est installé par un pieu à succion. Alors l'encre elle est installée dans ce pieu à succion qui va se redresser, qui va descendre dans le sol. On va relâcher l'encre plate et on va remonter le pieu et après on vient tirer pour mobiliser l'encre. Les encres draguées, vous avez le type Bruce, HHP. Alors c'est énorme, hein, je ne sais pas si on a un petit Fenwick dans un coin, mais voilà, c'est plusieurs mètres tout ça. Hein. Et là, ça prend, donc c'est 120 tonnes. Boum. Et ici, les encres VLA, donc des encres plates, donc c'est une vue en plan, une vue de côté, une autre vue de côté. Et donc on vient l'ancrage est fait par une chaîne ici, deux chaînes, et ici vous aurez la chaîne qui vient relier au flotteur. Autre type, les pieux, alors style torpedo, ça s'appelle, hein, c'est ça, c'est la torpedo, qui est installée dynamiquement. Donc on lâche, c'est comme une grosse fléchette qu'on lâche verticalement, qui pouf descend dans le sol mou. Ah, puis elle s'arrête au front et après on tire dessus. Vous avez les embasses gravitaires pour ancrage tendu, donc c'est des gros blocs, alors soit en béton remplis de ballast, soit métallique, aussi des caissons métalliques remplis de ballast,
Ou alors modulaire, où on vient on a une espèce de cage d'armature en grillagé, et dans laquelle on vient poser des plaques de béton, un peu comme pour les parasols. On fait feu de tout bois, les plus gros. Les pieux d'ancrage, bon, ce sont des pieux, comme vous en doutez bien, mais c'est un peu spécial parce que les pieux d'ancrage, alors voilà un système d'installation de pieux. Vous avez tout un système qu'on vient poser au fond, qui s'appelle un template, une espèce de guide. Vous avez votre pieu qui est guidé dans un entonnoir, donc voilà le pieu qui est gradué. Sa chaîne, la chaîne d'ancrage qui est disposée verticalement pendant le battage du pieu. Alors, le pieu, il est battu, là c'est un pieu battu, il est battu avec un vérin, avec un marteau hydraulique sous-marin, qui vient se poser en tête du pieu. Et ensuite, on vient décrocher la chaîne, voilà, et le point d'ancrage dans un sol, il n'est pas en tête de pieu, il est soit au tiers du pieu, soit à mi-hauteur, dans ces eaux-là. Et ensuite, la chaîne part comme ça. Voilà. Vous avez un schéma, un flotteur. Là, c'est un bateau, mais bon, c'est pareil. Et vous avez, vous voyez, la longueur de la chaîne d'ancrage. Ça peut faire 1 kilomètre de long. Et puis, le petit pieu, là, qui fait quand même dans les 20 mètres de long. Et puis, diamètre, je sais pas, 2 mètres, 3 mètres. Et dans le rocher, on aura plutôt, donc là, ça sera un pieu foré scellé dans le rocher. Et l'ancrage, lui, il sera en tête de pieu. Forcément, on ne va pas pouvoir mettre la chaîne, on ne peut pas la déployer. Et là, dans ce cas-là, ici, c'est une chaîne caténaire donc, qui se repose sur le sol. Et donc, le padail, le point d'ancrage, il est ici. Donc, ça peut tourner autour ça peut pivoter autour de l'axe vertical. Autre modèle, donc là, c'est l'encre à succion. Donc l'encre à succion, en fait, ça ressemble à un monopieu, hein, mais qui est fermé en haut, qui est ouvert en bas, fermé avec un orifice, et descend sous son propre poids. Alors c'est surtout adapté au sol argileux mou, ou pas trop consistant. Donc il pénètre sous son propre poids, et une fois qu'il a pénétré, on essaie de faire continuer la pénétration en appliquant une dépression à l'intérieur donc on expulse de l'eau et c'est pour ça qu'on appelle ça de la succion, parce que l'eau sera avec une contrainte, une pression négative. Un delta par rapport à la pression U qui règne au fond de mer. Alors voilà, une encre à succion, hein. Monsieur, il est là, hop. Donc ça fait 4-5 mètres de large, 15 mètres de long. Ça c'est... Bon, et toujours le même principe, quand on la descend, on a la chaîne. Alors l'ancrage de l'encre à succion, il se fait toujours dans le tiers inférieur. Donc on descend avec la chaîne verticale, on pompe pour expulser l'eau, et ensuite on ferme le chapeau avec un petit robot, et on déploie la chaîne qui vient tirer. Voilà. Ça n'a rien à voir de ce qu'on connaît en terrestre. Hein. Alors, les appendices, les annexes, donc on a remis en annexe l'analyse des fréquences. On a remis en annexe aussi, là, en annexe B, la table des charges. Donc ça, c'est tiré de l'IEC. En annexe C, on a fait un petit chapitre sur l'interaction entre la ligne d'ancrage et le sol, puisque comme elle repose dans le sol ou sur le sol, il y a forcément interaction. Appendix D, c'est la trajectoire d'une encre dans les argiles pendant la phase de tension, de mise en tension. L'appendix E, c'est les effets de la on a mis ça, thixotropie, cicatrisation, voilà, le setup effect. Donc, j'ai des considérations un peu générales, mais c'est pour remettre en mémoire un petit peu pour chacun les différents effets qui peuvent être attendus. L'appendice F, ce sont les effets cycliques. Et le G, c'est le taux de la vitesse de chargement et les effets du fluage. Donc, les annexes C
E, F, G, elles sont communes à plusieurs chapitres, les chapitres 8, 9, 10, 11, 12. Alors, état d'avancement, en cours de finalisation, approbation, on a quasiment presque tous les chapitres, sauf le 12 et le 7. Alors, le 12, il est en version avancée. D'ailleurs, je pense qu'on a une version qui est quasi définitive, là, maintenant, au jour d'aujourd'hui. Alors, par contre, le chapitre 7, lui, il est en version préliminaire, très préliminaire, et on a un problème de réflexion sur le niveau de sécurité et des classes d'ouvrage. Voilà, donc on a un petit peu de travail encore au mois de juin. Le problème, en fait, est d'arriver à ne pas avoir plus de sécurité sur des ouvrages éoliens où on n'entend ni habiter. Oui, non, c'est simplement au niveau de ce chapitre, le problème, c'est celui de la sécurité. Parce qu'on arrive, et on s'en est aperçu l'autre jour en discutant dans le TC 209 avec des Américains, etc., on arrive un peu au paradoxe où on a au moins autant, si ce n'est peut-être plus, de sécurité dans les fondations éoliennes offshore qui ne sont pas habitées et qui ont très peu de risques, d'autres risques environnementaux, par rapport à l'offshore qui est habité, l'offshore pétrolier, qui est habité et où il y a des risques de pollution énormes. On a pratiquement conservé les mêmes efforts, les mêmes coefficients partiels sur les charges. Alors le DNV commence à essayer à s'en sortir en introduisant des classes, mais c'est là qu'on est un peu coincé parce qu'on s'aperçoit que c'est pas clair au niveau de cette harmonisation, je dirais, entre le même niveau de risque en offshore pétrolier et le même niveau de risque en offshore éolien. Donc c'est là qu'on avait déjà rédigé tout ça, et puis là on s'est aperçu en discutant au niveau du TC 209 et au niveau de ce qu'on a fait, qu'il y a sûrement il faut réfléchir un peu. Ouais, voilà. Alors, on a commencé à faire le contrôle en anglais, donc on a 3 chapitres à la relecture avec un native, un locuteur anglophone. Les figures sont en cours chez Terrasol, toujours. Et puis en prévision, voilà, fin juillet 2023, normalement, on devrait avoir une version anglaise complète approuvée. Le texte approuvé. 3e trimestre 2023, le contrôle d'anglais devrait être fini, les figures aussi. Début 2024, on espère l'édition. Bon, après ça dépend un petit peu du CFMS. Et puis la séance de restitution est prévue en mars 2024 à Nantes, chez UGE. Donc, avec Luc Torel. Voilà. Et c'est fini. Très bien. Merci.